Je m'appelle Roland Séférian. C'est la première fois où j'ai participé à l'écriture d'un rapport du GIEC, donc je suis clairement pas rompu à ce genre d'exercice. Et avec le coordinateur du chapitre dans lequel j'ai contribué dans ce rapport spécial du GIEC, on était les deux plus jeunes du groupe, donc des 90 auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Donc c'est un rapport spécial, très spécial, qui parle du réchauffement à 1,5 degré, qui sort en fait d'un long cycle de négociations internationales dont je vais vous parler, et je vais vous expliquer en quoi ce rapport est une rupture par rapport aux précédents travaux du GIEC, et en quoi c'est une rupture par rapport aux résultats et aux messages qui sont portés pour la société civile, mais également pour la communauté internationale. Donc déjà une petite piqûre de rappel pour montrer qu'on sait également expliquer ce qu'on fait et pourquoi le GIEC est constitué et comment le GIEC est constitué. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc on étudie le climat, les climats passés et les climats futurs. Et il est constitué, donc le GIEC est pas un organisme onusien en tant que tel, mais c'est un organisme qui a été créé à partir de deux organisations internationales, l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des Nations Unies sur l'environnement. Donc le GIEC est composé d'un bureau qui se réunit souvent en AG plénière. Donc le bureau, c'est les différents États membres de ces Nations Unies, et il dispose d'un comité exécutif et d'un secrétariat. C'est allé super vite. Et d'un secrétariat. Et dessous, on retrouve différents groupes de scientifiques qui composent justement le GIEC et son expertise. Donc sur le groupe 1, on retrouve tous les climatologues, pour lesquels on a une représentante française qui est Valérie Masson-Delmotte, qu'on voit souvent dans les médias français ou internationaux. On a le groupe 2, qui sont des experts travaillant sur les impacts du changement climatique. Donc on va retrouver les écologues, des experts qui vont travailler sur les pestes, les risques sur la santé. Et on a un groupe 3 qui est plutôt le groupe d'économistes ou de macroéconomistes qui travaillent sur les mesures d'atténuation du changement climatique et les impacts avec l'économie. Et donc c'est quand même important de voir qu'il y a ces trois groupes, et le groupe 3 en fait sont le groupe qui réalise les scénarios futurs que le groupe 1 évalue en termes d'impact sur le changement climatique. Donc il y a vraiment une transversalité dans ces différents groupes de travail qui constituent le GIEC. Et donc en dessous de tout ça, quand il y a les différents groupes, on a les auteurs et les contributeurs et les relecteurs qui participent à l'élaboration des différents rapports. Maintenant, si on prend un petit peu là où on en est aujourd'hui, c'est la CNUC, c'est une organisation qui est des Nations Unies qui étudie le changement climatique et coordonne on va dire, la recherche ou l'écriture de ces différents rapports. Donc on retrouve au mois d'octobre 2018 la publication du rapport spécial sur le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Et il faut savoir que c'est le premier rapport spécial sur une série de 3 qui compose la 6e phase d'écriture des rapports du GIEC. Donc à savoir, dans les mois à venir, il va y avoir un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, qui va étudier l'impact du changement climatique sur les océans et la cryosphère, sachant que la cryosphère ou les zones de haute montagne faisaient partie des grands oubliés des rapports précédents. Il va y avoir un rapport spécial sur l'usage des terres, la désertification et la sécurité alimentaire. Et après vont venir des rapports complets, qui vont être des rapports de plusieurs centaines de pages, donc on avoisine aujourd'hui les 1000 pages, qui font vraiment une synthèse, qui ont vocation à faire une synthèse exhaustive des connaissances de la littérature, qu'il s'agisse du groupe 1 sur les connaissances des mécanismes du climat, sur les impacts et les mesures d'adaptation, et sur les mesures d'atténuation et les mesures économiques. Et ensuite, il va y avoir un rapport de synthèse, comme c'était le cas pour le 5e rapport du GIEC, donc un rapport de synthèse publié en 2014, qui fait vraiment la synthèse des 3 rapports complets des 3 groupes de travaux. Et il va y avoir en 2023 un bilan à l'issue de ces rapports du GIEC. Donc toute cette histoire, en 2018 jusqu'à 2023, en gros, c'est la 6e phase d'écriture des rapports du GIEC. Donc, en termes de processus, pour vous montrer vraiment qu'il y a une transversalité, une transparence totale dans l'écriture des rapports du GIEC, voilà comment ça se passe.
En gros, en octobre 2016, il y a eu un appel d'offres qui a été mis en place par le bureau du GIEC sur la structuration du rapport spécial et des différents chapitres qui composent. Sur chaque chapitre, il y avait des petites entrées. Donc, par exemple, on va parler du niveau de réchauffement actuel, du réchauffement futur, des mesures de mitigation. Tout ça représente un sommaire détaillé qui va constituer en gros le cahier des charges de l'écriture d'un rapport. Une fois que ce cahier des charges est envoyé à la communauté internationale, certains auteurs, comme moi en l'occurrence, se sentent compétents pour contribuer à l'écriture de ce rapport et candidatent. Donc là, il y a un appel à la sélection des auteurs et on candidate, on envoie une candidature aux différents points focaux nationaux. Donc en France, c'est l'ONERC, avec Éric Brun qui est le représentant de l'ONERC, qui reçoit les candidatures et qui, en tout cas pour la France, ne fait quasiment aucun filtre. C'est-à-dire qu'il recueille toutes les candidatures des scientifiques voulant contribuer à ce rapport ou à d'autres rapports et envoie la quasi-totalité des candidatures au bureau du GIEC. Et donc là, c'est le bureau qui, par rapport aux besoins d'expertise sur tel ou tel sujet, qui fait la sélection. Donc à partir de ce moment-là, une fois que les auteurs sont sélectionnés, il y a une première phase de chapitre. Donc on participe à une première écriture. Donc là, par exemple, sur le rapport spécial 1.5, c'est 13 000 commentaires qu'on a reçus à l'issue de cette première publication. Ensuite, on a une deuxième version dans laquelle rentrent en jeu les experts gouvernementaux, c'est-à-dire des scientifiques qui sont intéressés par évaluer le contenu de la littérature évaluée dans ces rapports, mais également des experts qui ont été sélectionnés par les États. Donc là, on avoisine les 26 000 commentaires. Il faut répondre à chacun de ces commentaires et il faut en tenir compte au moment de l'écriture. C'est un travail qui est conséquent. Et arrive la troisième revue avec l'écriture et la validation finale du résumé pour décideurs qui est appelé le SPM en anglais, Summary for Policymakers, en juin-juillet 2018. Et là, on reçoit environ 15 000 commentaires uniquement sur le résumé pour décideurs. Donc en gros, c'est une vingtaine de pages et 15 000 commentaires. Donc c'est un travail qui est énorme. Et pour la petite anecdote, pour ma part, j'ai participé à la révision de la deuxième version, donc pour rendre la version finale du chapitre à la maternité, parce que je venais juste d'être papa de 2 jumeaux, donc ma femme a été extrêmement compréhensive. C'est vraiment un engagement, c'est une responsabilité en fait de participer à l'écriture de ces rapports, parce qu'il y a vraiment un taux de sélection qui est extrêmement important, donc on s'engage, on signe un engagement pour vraiment contribuer, faire le travail jusqu'au bout. Quand on participe à l'écriture de ce genre de rapport, on ne peut pas se permettre de dire là on ne peut pas, ou j'ai d'autres contraintes professionnelles qui peuvent m'éviter de contribuer à ce genre de rapport. Voilà, et après on arrive en octobre 2018 où il y a l'approbation du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a cette phase où en session plénière du GIEC, donc là cette fois-ci c'était à Incheon en Corée du Sud, où les délégataires, donc les 196 États membres et les scientifiques et quelques scientifiques choisis, se retrouver en session plénière et pendant une semaine scruter chaque entrée du résumé pour décideurs. Donc chaque entrée pour lesquelles chaque mot était discuté, chaque résultat clé était discuté. Donc c'est vraiment à l'étape en publication de ce rapport et du résumé pour décideurs, cela fait vraiment état du consensus scientifique et géopolitique de l'état des connaissances. Donc c'est vraiment quelque chose de fort lorsqu'il y a l'approbation d'un rapport. Et pour vous dire, lors du moment, à la toute fin de la soumission du rapport ou du résumé pour décideurs, juste avant la phase d'approbation, on avait des rumeurs comme quoi certains pays pouvaient tout faire pour aboutir à l'échec de cette approbation et donc la non-approbation du rapport spécial sur le réchauffement planétaire à 1,5 degré, ce qui aurait été un sans précédent dans toute l'histoire du GIEC. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment cela fonctionne, je vais vous expliquer un petit peu l'origine de ce rapport spécial qui, comme dit en introduction, tranche par rapport aux précédents rapports spéciaux et aux rapports complets que le GIEC a fournis depuis sa création. Donc c'est une frise que vous pouvez retrouver dans les questions posées fréquemment. Donc c'est un support que le GIEC fournit et va intégrer dans le rapport spécial. Et donc on retrouve une frise dans laquelle
dans les années 1988, il y a la création du GIEC par l'Organisation météorologique mondiale et la WMO. Et la publication du rapport 1.5 se retrouve ici. Et entre-temps, on a un petit peu toute l'histoire des négociations internationales sur le climat, avec justement la mise en place d'une convention cadre dans les années 92 avec l'UNFCCC ou la CNUC, avec justement l'apparition d'une limite, d'un seuil en température. Donc là, on parlait de 2 degrés, compte tenu des connaissances sur les climats passés et les climats futurs, et du risque encouru avec un réchauffement planétaire de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. C'est suivi de cette prise de conscience, c'est suivi des premières négociations internationales avec le protocole de Kyoto dans les années 97, où on a justement essayé de s'organiser au niveau de la communauté internationale sur, voilà, on sait la limite, comment on va faire pour limiter ce réchauffement. Donc là, il y a eu mise en place, on va dire, de sortes de chartes de comptabilité, les émissions de gaz à effet de serre, comment on les compte, comment on compte le CO2, comment on compte le méthane, comment on compte l'usage des terres, etc., etc. Et donc à partir de là, toutes les années, il y a eu des conférences des parties, qu'on appelle les COP, et on a toujours essayé de rester dans un cadre éclairé par les résultats scientifiques et la connaissance des climats passés, avec cette histoire du 2 degrés et potentiellement le risque encouru à 1,5 degré. C'est suivi l'accord de Copenhague qui a vraiment ancré et entériné ce seuil en température, 2 degrés. Donc effectivement, les scientifiques ont été extrêmement déçus par Copenhague, mais les parties prenantes, les différents États, se sont accordés sur ce seuil en température. Donc en tant que tel, c'était déjà une progression par rapport aux négociations passées. Et s'en est suivi la Cancun, et on arrive en 2015 avec l'accord de Paris, pour lequel on a la phrase ou la volonté connue de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et de poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré. Donc ça, c'est vraiment le mot de l'accord de Paris qui a été traduit en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol, etc. etc. Et à l'issue de cette négociation internationale, l'organisation, la CNUC, a saisi le GIEC pour évaluer de manière scientifique et objective cet accord géopolitique de politique environnementale. Donc le GIEC a dit oui, nous saisissons de cette question-là, mais nous inscrivons cette évaluation dans le contexte du développement durable. Et c'est pour ça que le titre du rapport, et c'est vraiment une volonté du GIEC et du bureau du GIEC, de dire ok, nous inscrivons l'évaluation scientifique et objective d'un réchauffement planétaire à 1,5 degré, mais nous voulons inscrire cela dans un contexte de développement durable parce que l'accord de Paris, en tant que tel, ne faisait pas mention d'un contexte de développement durable. Donc maintenant, en termes de négociations internationales, c'est juste pour vous montrer en gros que l'accord de Paris est vraiment un accord plancher, un accord sans précédent, et ça inscrit aussi pourquoi ce rapport spécial est très très spécial. C'est qu'en termes de négociations internationales, ce qui avait échoué jusqu'à présent, c'était une approche contraignante. C'est-à-dire que lors des négociations internationales, lors des différentes conférences des parties, il y avait une volonté de mettre en place justement une contrainte, une sorte de chapeau sur les États. Donc il y avait ces histoires de taxes carbone, de prix du carbone, des permis à polluer. Donc tout ça avec une approche du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il y avait un accord international qui allait gouverner tous les pays. Donc chaque pays essayait de tirer la couverture à lui pour ne pas plomber son développement économique. Et ensuite, changement de paradigme total à partir de l'accord de Paris. Là, on arrive à une approche participative, c'est-à-dire que chaque État connaît son développement, connaît ses trajectoires, connaît l'effort qu'il peut faire, compte tenu de la prise de conscience globale, d'avoir une action environnementale pour lutter contre le changement climatique. Et c'est là qu'on voit apparaître les contributions nationales, donc les INDC, donc Intended National Determined Contribution en anglais, et pour lesquels les États, donc les différents États membres des Nations Unies, ont fourni ces engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vais en parler par la suite. Et c'est ce qu'on retrouve ici, par exemple, pour vous donner
vraiment une idée du bestiaire que représentent ces contributions nationales. Donc là, je représente par exemple la contribution nationale de l'Europe des 28, des États-Unis et de la Chine. Et donc là, par exemple, l'Europe des 28, c'est d'abattre de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau des années 90, soit. Les États-Unis, abattement de 28% par rapport au niveau de 2005 en 2025. Donc c'est-à-dire pas la même référence et pas la même échelle de temps. La Chine, pas réellement de contribution en termes de pourcentage, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'exclut pas un pic d'émissions en 2030. Voilà. Avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de GPD, donc on appelle ça l'intensité carbone, avec une diminution de par 65% en 2025. Donc en gros, tout cela a été soumis au moment de l'accord de Paris. Et les ONG comme les scientifiques se sont retrouvés un petit peu démunis face à cette complexité, à ce catalogue, sachant que l'accord de Paris en fait ne donne qu'un seul point de passage, le point de passage en 2030. C'est-à-dire que l'accord de Paris ne donne pas un scénario, une trajectoire, c'est un point de passage. Et donc face à ça, différents ONG se sont saisis de ces contributions nationales et ont essayé de mettre en place des compteurs. Donc des compteurs en température par rapport aux projections. Donc là, je vous présente par exemple les projections du Climate Action Tracker, qui est une ONG qui travaille avec un laboratoire des sciences du climat en Allemagne, le PIC. Et donc eux ont mis une sorte de thermomètre comme ça par rapport aux contributions nationales, où ils confrontent les politiques actuelles, qui sont des politiques dans lesquelles on est déjà en train d'atténuer le changement climatique. Ce n'est pas des politiques sans négociation, enfin sans contraintes macroéconomiques ou sans contraintes environnementales. On est déjà en train d'atténuer le changement climatique et confrontent ça par rapport aux engagements. Donc ils avaient une prévision à 2,7 degrés. Mais derrière, ils avaient mis des hypothèses qui étaient extrêmement fortes sur leur trajectoire, sachant que, encore une fois, pour connaître la température, il faut toute la trajectoire d'émission et non pas uniquement un point de passage. Donc ils avaient mis des hypothèses. Et là, on voit très bien l'incertitude qu'il y avait sur cette trajectoire. C'est de confronter ça, par exemple, avec l'ONG Climate Interactive qui est associée au MIT, aux États-Unis, qui, elle, avait fait d'autres hypothèses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivait en 2030, il n'y avait pas de montée en gamme des ambitions. Et donc, eux, ils prédisent, par exemple, que, compte tenu des NDC à l'heure actuelle, on arriverait sur une trajectoire à 3,5 degrés, alors que l'objectif était à 2 degrés, voire 1,5 degré, et que si on continuait sur une trajectoire business as usual, c'est-à-dire sans politique climatique, on partirait sur 4,5 degrés. C'est ce que Christophe vous a présenté auparavant avec les résultats du 5e rapport du GIEC publié en 2013. Donc tout ça, les NDC d'une part et les trajectoires proposées par les ONG d'autre part, cela fait sens que la société civile, les parties prenantes, aient saisi le GIEC pour faire une évaluation scientifique et objective de cet engagement géopolitique, qui est un engagement impliquant pour les États, parce qu'ils avaient déjà fait une prévision de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour donner les NDC. Et la science a été sollicitée pour évaluer est-ce que cet objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre est compatible avec l'objectif géopolitique et l'annonce et la parole performative que ces accords internationaux semblent suggérer, donc limiter le réchauffement en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et vous allez voir à l'issue des résultats du rapport là où on en est. Donc voilà, donc maintenant on arrive au rapport. Donc c'est un rapport qui tranche par rapport au rapport précédent parce que la couverture a été faite par une artiste qui était présente en session plénière. Donc il n'y a jamais eu aucun autre rapport du GIEC qui a eu une couverture pareille. Moi j'ai l'impression de me retrouver face à un disque des Stones. Voilà, c'est je trouve ça vraiment intéressant. Donc avec le titre principal du rapport, c'est le réchauffement global à 1,5 degré. Et derrière, on a tout le titre vraiment validé en session plénière. Et pour y avoir été juste sur le titre, on a passé plus de 2 heures pour choisir le terme exact. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, je vous souligne vraiment le terme. Voilà, renforcer la réponse à la menace du changement climatique dans le contexte du développement durable et de la lutte
contre les inégalités pour éliminer la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment le GIEC qui a fait cette demande et ça a été une négociation avec les parties prenantes pour rajouter ces termes-là, le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Donc maintenant, en termes de chiffres clés, donc là, on se retrouve pour écrire le rapport avec 91 auteurs de 40 pays. Et pour lequel on a vraiment un ratio qui est quasiment de 50-50 entre hommes et femmes, pays du Nord, pays du Sud. Donc c'est vraiment très complexe pour le bureau de choisir à la fois les auteurs par compétence, mais de respecter un ratio pays du Nord, pays développé et le ratio homme-femme. À ça s'ajoutent 133 contributeurs qui sont appelés par les auteurs eux-mêmes pour éventuellement combler le manque d'expertise, parce que 91 auteurs, on ne couvre pas, on ne sait pas tout, on ne couvre pas la totalité des compétences, du spectre de compétences qui est nécessaire pour réaliser cette évaluation. Un point important, j'ai découvert les rapports du GIEC quand j'étais en licence à Marseille, et les principaux rapports, auparavant avec la création du GIEC, c'est des rapports par groupe de travail. C'est-à-dire que les climatologues travaillaient avec les climatologues, les experts qui travaillaient sur les impacts travaillaient avec les experts qui travaillaient sur les impacts. Les économistes et les experts sur les mesures d'atténuation travaillaient avec leur même communauté et chacun donnait un rapport isolé. Là, c'est le premier rapport de toute l'histoire du GIEC qui a décloisonné les compétences et qui a fait travailler les 3 groupes du GIEC ensemble. Et c'est pour vous donner la mesure en fait de la menace et du challenge que l'humanité a affronté pour justement attaquer le problème du changement climatique dans sa totalité. Parce que ce n'est pas uniquement du climat, ce n'est pas uniquement des mesures économiques et ce n'est pas uniquement des impacts, c'est un tout. C'est vraiment une vision holistique et c'est la première fois que ça se passe dans toute l'histoire du GIEC. L'autre point, c'est 6000 publications. Donc c'est un point qui est important, c'est qu'à l'approbation du rapport au moment de l'accord de Paris, il y avait très très peu de publications scientifiques existant sur la comparaison entre un réchauffement à 2 degrés et un réchauffement à 2,5 degrés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le GIEC a lancé un appel à la communauté internationale, nous avons besoin de littérature, nous avons besoin d'un corpus solide d'évaluation indépendant, objectif et scientifique, la communauté internationale s'est accaparée du sujet, c'est-à-dire qu'on a eu des publications scientifiques, on a eu des publications sur les impacts, on a eu des publications sociales, sur le droit, on a vraiment eu tout un pan, et ce rapport a fait la synthèse de 6000 publications, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup plus, mais c'est celles qui sont citées dans le rapport, donc c'est celles qui faisaient vraiment foi et qui étaient les plus robustes, et c'est vraiment un pas qui est conséquent pour l'évaluation et la mise en place de ce rapport. Plus de 1000 relecteurs, donc c'est vraiment qu'il y a eu une volonté, on a été scruté à la loupe pour chaque mot qu'on a fait apparaître dans les différents chapitres, et dans le résumé pour décideurs, et 42 000 commentaires. C'est énorme. Pour 270 pages, on va dire 300, pour 300 pages pour ce rapport spécial, on a eu 42 000 commentaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, le dernier rapport du GIEC sur le groupe 1, c'est-à-dire les connaissances du mécanisme du climat, qui a été publié en 2013, c'était à peu près 1000 pages, et ils ont reçu 50 000 commentaires. Donc on a reçu quasiment, proportionnellement, on a reçu autant de commentaires que le dernier rapport du GIEC sur 300 pages. C'était un travail qui était vraiment colossal de répondre à chacune des revues. Donc maintenant, je vais m'attaquer à définir la faisabilité, parce que ça a été un petit peu la première question qu'on s'est posée en tant que scientifique, ça a été la première question que la société civile s'est posée au moment de l'accord de Paris, et c'est également ce qui a guidé notre évaluation. Donc c'est encore quelque chose, alors ça passe très très mal au rétroprojecteur, c'est une rosace qui a été notre grille de lecture. Et c'est comment le GIEC et comment les différents auteurs, les différents experts ont défini la faisabilité de limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré. Donc dans cette rosace, on a les questions de faisabilité environnementale, faisabilité technologique, faisabilité économique, faisabilité sociale et culturelle, ce qu'on peut appeler dans le jargon commun l'acceptabilité. La faisabilité institutionnelle et la faisabilité géophysique ou la faisabilité climatique. Il est important de savoir que le GIEC, quand il publie des rapports, ou son mandat, c'est de ne pas être prescripteur. Ça veut dire que le GIEC ne publie pas de recommandations, il fait juste un état et il a pour but de rester objectif. Et donc concrètement, le GIEC a répondu à toutes les questions, sauf la faisabilité institutionnelle, pour lequel il laisse les parties prenantes, donc les destinataires de ce rapport et du résumé pour décideurs, mais également la société civile, répondre
en leur soi de la faisabilité institutionnelle. Moi, pour ma part, en tant que climatologue, j'ai travaillé exclusivement sur la faisabilité géophysique. Donc, est-ce qu'on a déjà consommé tout notre budget carbone ou est-ce qu'on a émis déjà suffisamment de carbone dans l'atmosphère pour dépasser ce seuil à 1,5 degré ou 2 degrés? La faisabilité environnementale, donc est-ce que c'est possible de mettre en place des scénarios compatibles avec un réchauffement en deçà d'1,5 degré et en corollaire, la faisabilité technologique. Voilà, c'est notre grille de lecture et c'est ces différents points que vous allez retrouver dans le rapport et dans le résumé pour décideurs. Donc maintenant, si on parle de contexte climatique, je vais commencer par une figure qui n'est pas présente dans le rapport et que j'ai faite pour l'occasion. Donc là, je vous présente les émissions des principaux gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone tout en haut, de méthane et de N2O qui sont imputés aux activités humaines des années 70 à 2016. Et j'ai tracé les différentes crises économiques que le monde a connues sur cette période-là. Et ce qu'on voit, c'est on voit apparaître dans les années 70 la première crise pétrolière, la crise des loyers aux US, l'effondrement de l'URSS, la première crise asiatique, la crise de 2008. Alors, on peut se poser la question de à quel point cette crise économique a provoqué un ralentissement des émissions. Pour le coup, ce que nous apprend la littérature scientifique, mais également le travail avec nos collègues économistes, c'est qu'effectivement, comme on a un lien entre la croissance économique et nos émissions de dioxyde de carbone, à chaque fois qu'il y a eu des crises économiques globales, nos émissions de dioxyde de carbone, mais également nos émissions de méthane et de N2O ont diminué. Donc ça montre qu'à chaque fois qu'il y a un ralentissement de notre croissance, cela se traduit directement sur les principales sources de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. Et cela va dans le sens de la présentation de Christophe juste avant. Parce qu'on a besoin de dioxyde de carbone on a besoin d'énergie fossile principalement pour notre développement macroéconomique avec justement la création d'énergie. On a besoin de ces émissions pour la combustion et d'autres sources que sont le transport, le building, le bâtiment et d'autres process industriels. Ça, c'est des chiffres de 2016. Et cela se décline également sur les autres gaz à effet de serre, mais pour le coup, le méthane et le N2O sont, eux, plutôt des traceurs de l'activité agricole à l'échelle globale. Donc on voit vraiment que d'une part, on a l'économie pour le CO2, mais on a aussi le lien économie-agriculture pour le méthane et le N2O. Maintenant, si on regarde l'évolution de la température par rapport aux années 1900, donc là c'est une rosace qui présente en anomalie l'évolution de la température par rapport au niveau pré-industriel, avec une fluctuation de moins 2 degrés et plus 2 degrés, qui représente les fluctuations d'année en année du climat. Et là, on représente les différents pays où on retrouve la France ici. Donc en espérant que l'animation va marcher. Voilà. Donc on voit que d'année en année, on a des fluctuations pays par pays, mais petit à petit, on voit apparaître une tendance à un réchauffement global qui s'installe à partir des années 50 jusqu'à devenir de plus en plus fort sur les années 80. On a l'impression que le réchauffement s'amplifie de plus en plus et on voit en particulier sur la zone européenne qu'on a un réchauffement qui dépasse petit à petit le 1,5 degré, voire 2 degrés d'année en année. Et donc là, c'est là où on en est en 2016, où on voit qu'on a des réchauffements supérieurs à quasiment 1,5 degré. Donc ça, c'est vraiment les fluctuations de la température d'année en année et on voit vraiment comment ça se passe dans les différents pays. Et ça explique pourquoi on a un ressenti différent que l'on se place en France ou que l'on se place, par exemple, sur un autre continent. Donc maintenant qu'on a ces éléments de contexte, je vais vous présenter où on en est, ou l'évaluation, les résultats concrets qui sont présents dans le rapport. Donc là, je vous présente l'évolution de la température de 1960 à 2017 par rapport à la période qui est considérée comme la période pré-industrielle, qui est 1850-1900. Donc je vous représente en trait grisé les fluctuations d'année en année qu'on a vues précédemment, mais sur la moyenne globale, donc sur le globe tout entier. Et on arrive, avec des connaissances de détection-attribution, à imputer
la part du réchauffement exclusivement liée aux activités humaines. Et ce qui est représenté par le trait orangé et avec un niveau d'incertitude qui est représenté par l'aplat orangé. Et ce que nous dit l'évaluation des scientifiques qui ont contribué au premier chapitre du rapport spécial sur le réchauffement planétaire à 1,5 degré, c'est qu'en 2017, le réchauffement global imputé aux activités humaines, et non pas uniquement à l'activité humaine et la variabilité du climat, uniquement aux activités humaines, est déjà de 1 degré. Et les effets sont déjà visibles pour pas mal de systèmes humains ou naturels. Je vais en parler par la suite. Au rythme actuel du réchauffement, on dépasserait ce seuil de 1,5 degré entre 2030 et 2052. Si on s'intéresse au signal total, c'est-à-dire au réchauffement lié aux activités humaines, mais également à la variabilité naturelle du climat comme le phénomène El Niño, on pourrait s'attendre à un dépassement de ce seuil en température 1,5 degré avant, aux alentours des 2020. Et les émissions, ça c'est un point important, c'est que les émissions passées ne conduisent pas inéluctablement à dépasser ce seuil en température. Donc ça veut dire que, imaginons qu'aujourd'hui, on décide de tout arrêter. On ne fait plus d'énergie à partir des énergies fossiles. On laisse tout le charbon et tout le pétrole sous le sol. On arrête tout transport, toute activité et on coupe nos émissions, on les réduit à zéro. Si on laisse le système Terre comme ça, on n'arrive pas à dépasser ce seuil en température. Cela montre qu'on a encore une marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Il faut repartir à pied. Voilà, il faut repartir à pied. C'était volontairement énoncé comme ça. Maintenant, je vais vous parler des projections climatiques et des impacts potentiels pour vous montrer la motivation qu'on a à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Donc là, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans ce rapport, qui était abordé dans les rapports précédents. C'est vraiment le concept d'impact évité. C'est le bénéfice de limiter le réchauffement à un seuil inférieur par rapport à un seuil supérieur. Donc là, en l'occurrence, on a comparé dans ce rapport quels sont les impacts à un seuil à 2 degrés par rapport à un seuil à 1,5 degré. Et ce que nous indique ce rapport, c'est que avec les événements extrêmes, par exemple, on a moins d'événements extrêmes à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc par exemple, c'est les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, les risques de sécheresse. Ce n'est pas des choses extrêmement nouvelles en tant que telles. On a quantifié concrètement. Mais ça, c'est des choses que l'on savait déjà à l'issue du précédent rapport parce que les événements extrêmes, que ce soit au niveau régional ou au niveau global, se projettent bien sur le réchauffement global. C'est-à-dire que plus ce réchauffement global est important, plus l'occurrence et l'amplitude des événements extrêmes sera fort. Par contre, ce que ce rapport nous indique, c'est que maintenant, si on s'intéresse à d'autres variables qui ont été moins regardées dans les précédents rapports, notamment la hausse du niveau de la mer, c'est qu'on a une différence de 10 cm, 10 minutes, il faut que je me dépêche, de 10 cm par rapport à un réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Et lorsqu'on compare le risque de cette hausse de 10 cm du niveau moyen des océans par rapport à la population exposée, c'est 10 cm pour 10 millions de personnes en moins qui seront exposées pour un réchauffement à 1,5 degré par rapport à un réchauffement de 2 degrés. Maintenant, si on s'intéresse aux écosystèmes naturels, ce que ce rapport nous dit, c'est qu'à 1,5 degré par rapport à 2 degrés, on a un risque moins élevé de perte de biodiversité et de dégradation des écosystèmes. Ce que ce rapport nous indique, c'est que c'est vrai pour les écosystèmes terrestres, où on voit par exemple la clepsydre, où on voit par exemple pour 1,5 degré, on est dans le jaune, qui veut dire un impact modéré, mais on n'est pas dans la zone rouge, où c'est un impact très fort, vraiment problématique pour la résilience des écosystèmes. Ce que ce rapport nous dit, c'est que vraisemblablement 1 degré, là où on en est aujourd'hui, c'est déjà beaucoup trop pour nos amis les coraux, qui sont déjà en voie d'extinction. Donc c'est déjà 1 degré, c'est ce que j'ai indiqué dans le slide précédent, c'est que les impacts sont déjà visibles à 1 degré, c'est que 1 degré c'est déjà des pertes de biodiversité, et le point important c'est que les récifs coralliens sont quand même la principale réserve de biodiversité dans nos océans. Donc avoir un impact déjà notable sur la biodiversité océanique à 1 degré, c'est déjà un problème, c'est déjà trop. Maintenant, si on s'intéresse aux ressources,
Ce que ce rapport nous indique, c'est que 1,5 degré par rapport à 2 degrés, c'est moins de risques pour les pêcheries des latitudes tropicales, c'est moins de risques pour les pertes de rendement pour les principales céréales cultivées que sont le blé, le maïs et le riz, donc avec un risque d'insécurité alimentaire moins élevé. C'est la même chose pour la réserve en eau, où la moitié de la fraction de la population exposée au risque de pénurie en eau sera exposée par rapport à un niveau à 2 degrés. Et donc forcément, avec la sécurité alimentaire d'autre part et le risque d'approvisionnement en eau, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui seront exposées en moins pour un réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Donc forcément avec des risques de basculer dans la pauvreté et des déstabilisations de certaines civilisations ou sociétés. Maintenant, si on s'intéresse aux trajectoires des émissions compatibles avec 1,5 degré, donc je vais reprendre la figure précédente avec l'évolution en température. On voit la projection de 1960 jusqu'à 2017. Et donc là-dessus, on va rajouter les projections qu'on a évaluées dans ce rapport qui sont compatibles avec une chance supérieure à 1 sur 3 de limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré d'ici 2100. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne dépassera pas ce seuil en température de 1,5 degré sur le siècle, dans la mesure où la quasi-totalité des scénarios étudiés dans ce rapport présentent un dépassement plus ou moins important de 0,2 à 0,5 degrés de ce seuil en température de 1,5 degré sur le XXIe siècle. Ce que ce rapport nous indique, c'est que nos chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle sont conditionnées avec nos ambitions de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et en particulier deux indicateurs. C'est la neutralité carbone, donc c'est la compensation des sources et des puits qui devra être atteinte aux alentours des années 2050, et une réduction des autres gaz à effet de serre, que sont le méthane, le N2O et les CFC. Et donc en l'occurrence, ce que ce rapport nous indique, c'est que plus l'abattement des émissions de gaz à effet de serre, telles que le CO2, est fait tôt et fait fort, plus nos chances de limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré est possible. Donc là, on a plus de 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré. Par contre, si on ne joue pas sur les autres gaz à effet de serre, que sont le méthane, le N2O et les CFC, on arrive à une chance sur 2 de limiter ce réchauffement. Donc on a vraiment les différents types d'actions. On a le CO2 d'autre part, mais le CO2, ce n'est pas le seul problème. On a tous les autres gaz à effet de serre et les aérosols. Donc maintenant, si on regarde les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, et à chaque fois que je montre cette figure, on a l'impression d'avoir une chute d'eau. Donc c'est un petit peu la volonté du rapport de mettre un message positif et un petit peu optimiste par rapport à ça. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et ça donne vraiment l'ampleur du challenge qu'on a affronté. Donc là, je vais m'intéresser uniquement au CO2. Je ne vais pas vous parler des autres gaz à effet de serre parce que je n'ai pas trop de temps. Donc là, c'est les émissions de CO2 en milliards de tonnes par an par rapport à 2010 jusqu'à 2100. Et cela ne représente que des trajectoires compatibles avec un réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré. Donc aujourd'hui, l'humanité émet environ 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Et ce que nous indique ce rapport, c'est que pour limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré, il faudrait abattre nos émissions de quasiment 50% en 2030. Donc on a un abattement de 20% pour 2 degrés, mais 50% pour 1,5 degré. Et ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il faudrait également atteindre la neutralité carbone en 2050 ou en 2075 pour 2 degrés pour être compatible avec un réchauffement à 1,5 degré. Maintenant, si on compare par rapport au corridor, au point d'émission que représente l'agrégation des contributions nationales de l'accord de Paris, on s'aperçoit qu'on est vraiment largement, mais très largement au-dessus des trajectoires compatibles avec un réchauffement à 1,5 degré. Et le dernier rapport que l'UNEP a publié il y a quelques semaines nous dit qu'il faudrait multiplier par 3 ou diviser par 3, selon si on regarde l'ambition ou les émissions, les contributions nationales qui ont été soumises pour l'accord de Paris pour être compatibles avec un réchauffement à 1,5 degré. Ce que ce rapport nous indique, c'est que jusqu'à présent, les négociations internationales se sont focalisées sur un seuil en température, 2 degrés, 1,5 degré. Et compte tenu des incertitudes qu'on a dans nos modèles ou même dans la compréhension des mécanismes du climat, ce rapport nous donne vraiment une autre mesure sur laquelle les parties prenantes vont pouvoir se concentrer. C'est vraiment le nexus des futures négociations, c'est la neutralité carbone.
Parce que jusqu'à présent, on ne parlait pas, dans les négociations internationales, de quelles échelles de temps étaient nécessaires pour atteindre cette neutralité carbone. Et c'est la première fois qu'un rapport donne, avec une évaluation scientifique et objective, de trajectoire compatible, donne un horizon temporel. C'est-à-dire qu'il va falloir atteindre cette neutralité carbone d'une manière ou d'une autre, pour être compatible avec un réchauffement à 1,5 degré, d'atteindre cette fenêtre de 2050. Et ce qui est intéressant, c'est que la neutralité carbone, à la différence de la température en moyenne globale, peut se décliner à toutes les échelles de la société. Cela peut se décliner dans les négociations internationales, cela peut se décliner dans les plans d'énergie nationaux, cela peut se décliner au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est vraiment, on a l'outil, et c'est l'évaluation scientifique qui a permis de vraiment ancrer dans le marbre et ancrer dans la littérature scientifique et dans le consensus géopolitique et scientifique que cette neutralité carbone est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique en milieu de siècle ou si on n'y arrive que plus tard, ça sera un réchauffement climatique à 2 degrés. Voilà. Ce que nous indique ce rapport, c'est que pour faire tout cela, il va être nécessaire de faire des transformations à grande échelle et sans commune mesure par rapport à ce que l'humanité a connu précédemment dans tous les systèmes, qu'il s'agisse de l'énergie, l'agroforesterie, la ville, notre système d'infrastructure. Associé à ça, une forte baisse de notre demande en énergie et une forte baisse de notre demande de nos émissions. Utiliser une large palette de technologies, que ce soit l'utilisation de nouveaux types de modes de transport, mais également une augmentation de l'électrification de nos villes et de nos moyens de transport. Changement de comportement, donc le rapport représente les modes de diète, les modes de déplacement, mais aussi les modes de consommation, le rapport qu'on a avec, par exemple, le capitalisme en tant que tel, et des investissements dans les options bas carbone, et surtout, le désinvestissement de l'économie basée sur le carbone, donc le désinvestissement massif dans le charbon. Donc je dis bien désinvestissement. Donc maintenant, si on s'intéresse à la réponse globale, contexte, une minute, je vais me dépêcher. Donc ce que ce rapport montre, c'est que en fait, satisfaire cet objectif qui paraît un petit peu fou en fait, et qui met pas mal la société face à ses contradictions, la volonté de lutter contre le changement climatique, éviter les impacts, mais en même temps de se serrer drastiquement la ceinture. Ben, ce que le rapport nous dit, c'est qu'en gros, il y a des synergies à avoir dans les objectifs de développement durable et des synergies à avoir dans la lutte contre les inégalités et de la lutte contre la pauvreté. Et donc, c'est satisfaire cet objectif climatique et environnemental, c'est aussi satisfaire tous ces objectifs de développement durable. Et donc, les pouvoirs, c'est vraiment aussi quelque chose que le rapport essaie d'ancrer et on essaie de promouvoir en tant que scientifique ce message, c'est que tous les pouvoirs publics, nationaux, collectivités territoriales, mais également la société civile, sont nécessaires pour réaliser cette action et déployer une action ambitieuse. Ce n'est pas uniquement le côté institutionnel et macro qui va être le seul acteur de cette lutte contre le changement climatique et de cette transition d'ampleur. Et donc pour cela, il y a aussi un point important, c'est que la coopération internationale est déterminante. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays en tant que tel, autodéterminé, qui va réussir à résoudre ce genre de problème. On a réellement besoin de coopération. Et ça, c'est un point pour lequel, au final, on est assez démuni au point de vue de la société civile. Un petit point, c'est où en sommes-nous. Donc là, c'est un message tantôt pessimiste, tantôt optimiste. Donc, je vais vous présenter d'abord une publication récente dans laquelle on a contribué plusieurs auteurs français, j'en fais partie. C'est le budget global de carbone qui, chaque année, évalue les émissions de dioxyde de carbone et leur répartition dans les différents compartiments du système climatique que sont l'atmosphère, les surfaces continentales, l'océan. Et on fait une décomposition sectorielle pour essayer de comprendre les différents acteurs, les différents responsables de ces émissions. Et donc, malheureusement, ce que nous dit ce rapport, c'est que malgré ce que les scientifiques ont pu croire autour de l'année 2015, c'est-à-dire qu'on avait une stabilité des émissions, c'est que depuis 2016, 2017 et encore plus pour 2018, on a une reprise des émissions de dioxyde de carbone à l'échelle globale. Et donc, les principaux émetteurs de ces émissions sont les principaux pays qui ont une croissance économique très importante,
qui sont la Chine et l'Inde, avec une toute petite reprise de la part des États-Unis, alors que l'Europe est sur une tendance à la stabilité, voire une très légère baisse de l'ordre de moins 0,7%. C'est très faible par rapport à l'ambition de l'Europe à limiter ses émissions de gaz à effet de serre, telles qu'ils l'ont laissé penser avec la contribution nationale européenne, l'Europe des 28, pour l'accord de Paris. Et dans tout ça, les principaux coupables, les secteurs d'émissions, c'est la reprise, et c'est un petit peu malheureux, c'est alors qu'on avait atteint un déclin, on était sur une tendance, c'est le réinvestissement dans le charbon. Et donc, on recommence à exploiter des centrales à charbon, on recommence à forer, on recommence à exploiter des mines. Et donc, c'est un signal qui est vraiment très, très pessimiste, alors que les autres énergies conventionnelles, que sont le pétrole, le gaz et l'utilisation de ciment pour développer les infrastructures, n'ont pas diminué. C'est-à-dire qu'on est toujours au même rythme pour les énergies pétrolifères ou gazeuses, et on a repris le charbon alors qu'on était sur le déclin. Ça, c'était le message pessimiste. Le message optimiste, c'est de dire qu'aujourd'hui, le secteur privé s'organise. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des organisations non gouvernementales, et on voit par exemple, vous pouvez aller sur Internet, chercher Science Based Target, qui sont une ONG dans laquelle le WWF est partie prenante, aide les entreprises privées à s'aligner avec leurs prévisions de croissance et de développement économique, à s'aligner avec des objectifs compatibles avec la protection de l'environnement. Et donc là, par exemple, c'est une publication scientifique qui compare les trajectoires compatibles avec les niveaux de réchauffement. Donc là c'est les émissions et là, c'est le temps. Et donc on voit sur des gammes de couleurs verdâtres, c'est du réchauffement climatique compatible avec un réchauffement 1,5 degré, 2 degrés. Jaune, c'est 2 degrés, 3 degrés. Et rouge, c'est plus de 3 degrés. Et donc là, on voit les principaux exploitants de pétrole du monde, que sont BP, Exxon, l'Organisation internationale de l'énergie, Shell et Statoil, en Norvège, et leurs prévisions de développement projetées sur les trajectoires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine prise de conscience quand on voit Statoil qui communique aujourd'hui pour dire que si jamais ils avaient pris conscience que la transition énergétique était compatible avec l'augmentation de leurs profits, ils auraient économisé 35 millions d'euros s'ils avaient commencé leur transition énergétique il y a 10 ans. Donc on voit que les principaux acteurs de la pollution et des émissions sont réellement se sont accaparés de ce message. Alors après, on peut y voir différentes questions, mais ça nous questionne. Mais c'est important de voir qu'il y a une prise de conscience dans toutes les strates de la société, y compris parmi des acteurs qui ont participé jusqu'à présent au réchauffement climatique. Et en particulier, par exemple Shell, où ils ont une prévision de croissance qui s'aligne avec un réchauffement compatible avec une cible à 1,5 degré, 2 degrés. Est-ce qu'ils vont réellement tenir ces prévisions-là? Je ne sais pas. C'est une publication scientifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont participé à la transparence et à la revue de la littérature scientifique. Donc, c'est vraiment des choses qu'ils auraient très bien pu garder pour eux. En tout cas, c'est ce qu'indique cet auteur. Et pour le coup, ils ont publié ces résultats-là. Voilà. Donc, quelles sont les opportunités? Après, je vais passer, on peut en discuter en détail. On va passer au débat. Voilà. Hop. Et questions. Merci. Merci.